Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt tranquille, détente, chill. Je ne travaille pas aujourd'hui, j'étais sur mon PC en train de regarder un petit peu des vidéos YouTube et je suis tombé sur la chaîne d'un médecin américain, un radiologue interventionnel, le docteur Cellini, qui fait des vidéos plutôt sympas et il a fait une vidéo, enfin deux, une sur les spécialités qu'il aime le moins et une sur celles qu'il préfère en exposant un petit peu pourquoi. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt amusant et je me suis dit que ce serait peut-être marrant de la faire à la française en vous exposant un petit peu mon point de vue. Voilà, je parlais de mes spécialités que j'aime le moins, mais c'est bien en fonction de mon point de vue. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise spécialité. Chacun aime des choses différentes. Il faut des spécialistes dans tous les domaines, mais évidemment, on a tous nos préférences et des choses qu'on aime un petit peu moins. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi, Avicenne sur YouTube, je suis le docteur Walid Mekedem, je suis médecin généraliste. Et dans ma pratique, c'est vrai que je vais être confronté finalement à toutes les spécialités différentes. Sauf qu'à un moment, en général, je peux passer le relais pour les expertises plus poussées ou par exemple des techniques chirurgicales ou autre chose. Mais voilà, moi je suis un premier recours dans la médecine. Les gens viennent avec des plaintes multiples dans différents domaines de spécialité médicale et évidemment sur une journée où je vois des dizaines de patients, je vais voir de la pédiatrie, de la gynéco, de la cardio, de la pneumo, de la gastro, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut voir en médecine. Et dans ce lot de choses, il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres et inversement. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et de ce fait, même si je touche à tout, il y a des spécialités médicales que je n'aurais pas pu faire tout le temps. C'est-à-dire ce qui est bien dans ma pratique, mais évidemment c'est propre à chacun, c'est que moi ça alterne. Par exemple, je vais voir un enfant, juste après je vais voir une personne de 90 ans, juste après je vais voir une femme enceinte, juste après je vais voir un ado pour des motifs totalement différents qui vont être du recours du sport, de la nutrition ou alors de la grossesse ou alors du diabète, de l'hypertension, enfin plein de choses, vous avez compris, d'accord? Donc plein de domaines différents, ça s'alterne, mais quand on choisit une spécialité, même si les motifs sont évidemment différents, on ne fait pas toujours la même chose, on est dans un même domaine. Et il y a des choses que j'aurais pas pu faire de manière répétée. Du coup, j'ai recensé 3 spécialités, c'est pas énorme, mais auxquelles j'ai réfléchi, je me suis dit, ah ouais, celle-là, franchement, j'aurais pas pu la faire tout le temps. Donc, première spécialité, quelle est-elle ? Vous allez rire parce que finalement, c'est quelque chose que je vois fréquemment en médecine générale, c'est la gynécologie. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi, même si la gynéco est quelque chose que je vois de manière très régulière, pourquoi j'aurais pas pu faire ça tout le temps. C'est assez simple, vous allez peut-être trouver ça ridicule, sachant que je suis médecin, et il est censé ne pas avoir de tabou, de gêne, etc. Mais je reste humain, et c'est vrai que la partie examen gynécologique, je suis pas très à l'aise. Il y a une sorte de gêne par rapport au fait d'examiner la femme à cet endroit, sachant qu'en général, même si c'est pas pareil pour tout le monde, la plupart des femmes quand elles viennent, elles sont assez gênées, surtout quand c'est un homme face à elles de montrer cette partie. Le fait qu'elles se sentent gênées, ça me rend encore plus gêné et c'est un cercle un petit peu vicieux. Donc évidemment, quand ça arrive, il faut le faire. Moi, je reste très professionnel, je le montre évidemment pas, mais je suis pas non plus très très à l'aise. Et c'est effectivement pour ça que j'aurais pas pu enchaîner ça tout le temps. Même si dans la pratique d'un gynécologue, ce n'est pas que ça, il y a tout. Un gynécologue, surtout que c'est une spécialité chirurgicale. Enfin, il y a la gynécologie médicale, la gynécologie chirurgicale, mais on va avoir de tout. On va avoir, comme je disais, du suivi de grossesse, de la contraception, des problèmes gynéco, de la cancéro. Il y a un petit peu de tout. Moi, dans ma pratique, la gynécologie, principalement, qu'est-ce que c'est ? C'est la contraception et le suivi de grossesse, plus toutes les problématiques, on va dire, un petit peu aiguës qui viennent comme ça sans prévenir, c'est-à-dire vaginose, infection vaginale, les petits bobos à ce niveau-là, etc. Perte blanche et tout ce qui concerne aussi les problèmes de règles, douleurs, endométriose. Malgré ça, comme je l'ai dit, c'est quand même quelque chose de très intime et il y a forcément, selon les personnes, une petite gêne. Moi, je la ressens. Et j'aurais pas pu faire gynécologue tout simplement, mais il en faut. Et vous savez très bien, mesdames, que c'est assez difficile d'avoir accès au gynécologue, à avoir des rendez-vous. Donc évidemment, la gynécologie, on va dire médicale, moi je l'assure normalement en consultation. Et quand il faut donner le relais à un expert, on donne le relais. Ok ? Mais cependant, je vous ai expliqué pourquoi, je
j'aurais pas pu faire cette spécialité. On passe à la deuxième. Quelle est-elle? Là aussi, vous allez dire, bah, attends, on comprend pas là, pourquoi tu fais médecin généraliste? Parce que déjà, la gynéco, t'en vois pas mal. C'est quoi la deuxième que tu n'aurais pas pu faire? C'est la pédiatrie. Et là, vous allez dire, bah, pourquoi pédiatrie? C'est cool, quoi, les enfants, c'est tranquille, c'est mignon. Ouais, c'est vrai, c'est mignon, mais ça dépend quand, comment et à quelle dose. Alors, les enfants, c'est sympa, on peut vivre des moments très très cool, mais je vais vous expliquer. D'ailleurs, d'abord, je vais commencer par les moments très très cool. Par exemple, en général, c'est au-dessus de 3 ans, quand ils commencent à parler, à s'exprimer, à comprendre, vous pouvez dialoguer, et là, il peut y avoir des moments très très sympas. Là, j'ai 2 exemples en tête, par exemple. J'ai 2 exemples. Il y a une fille, là, la dernière fois, donc je discute avec elle tranquillement. D'ailleurs, j'aime bien discuter avec eux comme je vous parle là, hein, c'est-à-dire comme avec des adultes. Et j'ai remarqué qu'en général, ils aiment bien quand on leur parle, pas comme à des enfants. Et ça crée des conversations assez drôles, quoi, parce qu'ils essayent de vous répondre de manière adulte, entre guillemets. Et j'aime bien voir un petit peu comment ça se passe dans leur tête, parce que même si on a tous été enfants, on oublie finalement comment on pense à cet âge-là. Et c'est toujours marrant de voir un petit peu leur vision des choses par rapport à certaines questions un petit peu banales. Et la dernière fois, voilà, donc je parle avec une petite, tranquillement, on discute. Et après, bon, bah voilà, c'est tout à faire classer. Je passe aussi à sa maman que je devais examiner. Donc voilà, la maman s'installe, je commence à l'examiner. Et là, je sens un truc bizarre dans ma main. Je regarde, et c'était la petite, en fait, qui tranquillement s'était posée à côté de moi et qui avait pris ma main. Donc, truc trop mignon, en fait, elle s'était sentie à l'aise, j'avais bien discuté avec. Et du coup, en examinant sa main, elle s'est dit, bah tiens, bonne idée, je vais tenir la main du docteur parce qu'il a l'air plutôt cool. Et c'est vrai que je suis plutôt cool. Donc ça, c'est une expérience plutôt sympa, quoi. C'est anecdotique, mais ça fait plaisir, quoi, tout simplement. Pareil, la dernière fois, je discutais aussi avec une autre petite. Et après, au moment de sortir, quand j'accompagne le père et la fille dans la salle d'attente, alors qu'il y avait quand même assez du monde, bah, je lui dis ciao ciao. Et puis là, elle vient vers moi et puis elle me fait un gros câlin devant tout le monde. J'avoue, je m'y attendais pas. C'était sympathique, hein. Franchement, ça fait plaisir. Et les gens, ils ont fait oh, c'est mignon. Effectivement, c'est mignon. Donc là, vous allez dire, bah franchement, pédiatre, c'est trop cool. Mais bon, voilà, tous les enfants ne sont pas comme ça et n'ont pas cet âge-là. En gros, avant 1 an, il n'y a pas de problème. Franchement, un petit bébé, c'est facile. Au-dessus de 3-4 ans, ça passe crème. Mais la période entre 1 et 3 ans, et on en voit beaucoup, j'en vois beaucoup. En plus, moi, je travaille dans un quartier où il y a beaucoup de jeunes couples. C'est-à-dire qu'ils viennent forcément avec des enfants de cet âge-là en général. Waouh! Alors là, il faut être sportif, il faut être solide sur ses appuis. Parce que quand vous voulez examiner un enfant genre d'1 an et demi, ah, c'est chaud. Ah, c'est tendu. Ah, c'est tendu, ça bouge tellement, ça hurle, ça crie. C'est l'âge où ils sont en fait dans la peur de l'étranger. Quand ils voient le docteur, ils sont en panique totale, ils sont en stress. Et ils crient comme pas possible. Vous voulez par exemple leur examiner les oreilles. Ah ouais, vous transpirez des gouttes. Vous transpirez des gouttes, ça hurle comme pas possible. Évidemment, c'est pas tout le temps comme ça, mais franchement, par expérience, je peux vous dire que quasiment. Quand je vois enfant 18 mois qui arrive en consultation, je me dis échauffe-toi, je m'échauffe comme ça, les épaules, la nuque, et puis on y va parce que je sais que ça va être tendu, ça va être sportif. Et c'est effectivement le cas en général. Et la dernière fois, je me suis pris un coup. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous devinez où. Je l'ai bien senti, hein, parce que voilà, l'enfant, quand il ne veut pas se faire examiner et qu'il se débat, vous essayez de le tenir comme ça, par exemple, pour, je sais pas, lui regarder l'oreille. Il bouge ses pieds et là, je sais pas comment c'est arrivé, comment j'étais agencé, mais j'ai pris un bon coup dans les parties. Voilà, la consultation, elle a été très douloureuse, en tout cas de mon côté. Donc ça, franchement, l'enchaîner sur une journée en étant pédiatre, c'est extrêmement sportif. D'ailleurs, des fois, quand je suis en consultation, il y a la pédiatre qui consulte à côté. Et j'entends, on continue en fait sur la matinée des cris et des hurlements. Je fais, waouh, la patience qu'il faut avoir de jour en jour, semaine en semaine pour finalement ne faire, voilà, avoir sur la journée un nombre de décimètres aussi important et recevoir des coups dans les parties. Même si c'est un peu caricatural, c'est pas tout le temps ça, effectivement, mais vous avez compris là sur une vidéo, je vous explique un petit peu pourquoi moi franchement j'aurais pas pu, alors que c'est un choix que j'avais envisagé en fin de 6e année de faire pédiatre. J'aimais bien, j'avais fait un stage en pédiatrie, c'était cool, mais après en ayant fait un stage voilà, de médecine générale, j'ai vu que finalement l'alternance, voilà, je vois un enfant de 2 ans qui fait ça, juste après j'enchaîne avec une personne de 70 ans tranquille, on discute de la vie, c'est plutôt cool aussi.
Et puis là, je parlais des enfants de 1 à 3 ans qui sont vraiment durs à gérer. Les enfants de moins de 1 an, ils sont tranquilles. Par contre, avec eux, c'est souvent les odeurs, par exemple. Les odeurs, alors même si c'est des bébés, c'est pas grave, on est d'accord. Mais en général, ils arrivent, c'est le moment de déshabiller l'enfant. Et 8 fois sur 10, la couche est pleine. La couche est pleine. Et alors la maman la change, et là, dans le cabinet, tout ça, les odeurs, je dis désolé madame, mais la couche, gardez-la et vous la jetez à l'extérieur parce que je peux pas encaisser couche sur la journée, quoi. Mon cabinet, après, ça va plus être possible. Donc ça, c'est niveau odeur. Et après, c'est aussi les déjections, hein. C'est-à-dire qu'un petit bébé, quand vous lui enlevez la couche, là, vous avez une chance sur 2 d'avoir l'arrosoir. Ça vous fait pipi dessus. Alors, soit, entre guillemets, vous avez la chance, c'est petit jet, ça arrose juste la table. Soit c'est le méga jet, et là, si vous n'avez pas de boost, vous êtes... pour la journée, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous avez de l'urine de bébé sur le t-shirt. Bon, après, voilà, c'est de l'urine de bébé, mais bon, quand même, c'est pas très agréable. Et après, bah, pour ce qui est aussi... désolé, hein, si c'est des mots pas glamour, pipi, caca. Mais caca, comme j'ai dit, il y a les odeurs. Et la dernière fois, anecdote, bah, la maman change la couche du bébé. Comme je disais, faire pipi, c'est souvent que ça arrive. Mais là, c'était la grosse commission. Et là, du coup, on enlève la couche. Et j'étais comme ça, en train d'attendre devant moi que le bébé finisse. Et je sais pas ce qu'il avait mangé, mais il y avait de la quantité, quoi. Donc il faisait. Et je fais, waouh, purée, avec la vue, l'odeur, la chaleur, vous êtes fatigué. Bon, c'est tout, hein, d'accord, hein. Comme je dis, en général, quand c'est les bébés, c'est pas très choquant. C'est pas comme si c'était un adulte qui faisait ça devant moi. Mais quand même, ça, plus ça, c'est des raisons qui font que pédiatre, c'est assez costaud, assez sportif. Et voilà, j'aurais pas pu enchaîner. J'aime bien mon alternance habituelle. Et enfin, du coup, troisième spécialité que je n'aurais pas pu faire, c'est la psychiatrie. Alors, même si la psychiatrie, c'est aussi quelque chose qu'on voit de manière régulière en médecine générale, c'est tout de même pas vraiment la même chose que ce qu'on peut voir aussi à l'hôpital. Parce que, du coup, j'ai fait un stage pendant que j'étais interne en psychiatrie. Et c'est la première fois que je suis devenu hypocondriaque. Alors, il faut savoir qu'en étant en médecine, je ne l'étais pas du tout. Et là, ça va, hein. C'est juste pendant la période où j'étais en stage. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, avant de commencer médecine, j'étais plutôt hypocondriaque. Dès que j'avais un petit signe, merde, j'ai ça. Le truc classique, vous allez sur Internet, vous pensez que vous avez ça. Après, finalement, à force d'apprendre, de voir, d'avoir du recul, de voir les situations, voilà, ça me passe par-dessus la tête. Et par contre, quand je suis arrivé en psychiatrie, paf, j'ai commencé à flipper. Pourquoi ? Je vous explique. Moi, j'étais à l'hôpital, donc c'était pas forcément la même chose qu'on voit en ville. Mais du coup, à l'hôpital, on voit forcément des personnes psychotiques avec des délires qui sont décompensés. Moi, j'étais là et je discutais avec eux. Et ils me racontaient, voilà, leur délire mystique. Voilà, ils étaient là, ils entendaient des voix qui leur disent de faire ça, faire ci. Il y en a un, il dit, tu vois pas le truc là-bas ? Franchement, le soir, quand vous rentrez, vous avez beau rationaliser, vous n'êtes pas bien, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, putain. Et en plus, voilà, souvent les troubles psychotiques, comme ça arrive à un certain âge plutôt jeune. Par exemple, le début de la schizophrénie, c'est souvent chez l'homme jeune, entre 18 et 25 ans. Moi, j'étais pile poil dans le créneau. Et je me suis dit, imagine là, je suis sur le canapé le soir, et j'entends un truc bizarre qui me dit... Voilà, et du coup, vraiment... En plus, c'est quelque chose, c'est pas palpable, vous pouvez pas le contrôler, vous voyez, c'est pas comme une douleur dans le ventre, etc. Et du coup, j'étais là, je fais, oh là là, le stress, l'angoisse, quoi. Donc, j'avoue que ça m'a fait un peu flipper et que c'était... voilà, effectivement, c'est pas ce qu'on voit tout le temps en ville. En ville, même si les personnes ont des problèmes type psychose, en général, elles sont équilibrées sous traitement, elles viennent pour des renouvellements, faire des injections intramusculaires de certains médicaments. Et c'est vrai que ce genre de situation, c'est surtout à l'hôpital. Même si des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir en consultation une personne qui est par exemple en pleine décompensation et qu'il faut hospitaliser, justement. Mais sinon, la psychiatrie en ville, en général, dans ma pratique, ça va être plus les troubles anxieux, dépressifs, les phobies, les troubles du comportement alimentaire, ce genre de choses. Mais pas ça, mais évidemment, ça fait partie du métier de psychiatre. Donc, c'est un élément qui m'a fait dire... Franchement, je ne pourrais pas trop, c'est pas trop dans mes cordes d'encaisser ça. Donc voilà, finalement, écoutez, j'ai fait le point sur 3 spécialités qui sont représentées dans ma pratique de médecin généraliste, mais que j'aurais pas pu faire en continu. Et je le répète, il n'y a pas de bonne, de mauvaise spécialité, ça dépend de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie de faire et tout ça, tout simplement.
Mais bon, voilà, je voulais vous partager un petit peu mon avis, mon ressenti. Dites-moi, faites-moi savoir en commentaire si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et puis, si la vidéo vous a plu, on pourra faire une partie 2. Comme le docteur Cellini, hein, je cite mes sources, d'accord, hein, je ne suis pas en mode je plagie un américain sans le dire. J'ai vu une vidéo plutôt sympa, je me suis dit, je vais la faire à ma sauce, à la française. Et du coup, on pourra faire la partie 2, par exemple, avec les vidéos, les spécialités justement que j'aurais pu faire si j'avais pas pris la médecine générale. Et pourquoi d'ailleurs, d'accord? Et vous dites-moi en commentaire, même si vous n'êtes pas du milieu médical, quelle spécialité médicale vous n'auriez pas pu faire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.